Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Olivier Brial. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, décideurs engagés. On va parler de vos engagements, on va parler aussi de Manutan puisque vous êtes directeur général du groupe. Manutan, c'est un leader européen de la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités. Vous avez occupé plusieurs postes au sein de Manutan. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gravi les échelons au sein de cette entreprise? Quelle a été votre formation, votre parcours? Donc avant Manutan, moi j'ai fait une école de commerce. J'ai démarré dans le conseil et ensuite j'ai fait un peu d'internet, 18 mois. Et en 2001, quand vous aviez 18 mois d'internet, vous étiez l'expert mondial d'internet. Eh ben oui, c'est sûr. Et donc j'ai rencontré... Voilà, exactement. Donc j'ai rencontré Manutan et je le dis toujours, c'est sincère, quand je suis rentré dans l'entreprise, je me suis dit, je pense que c'est une entreprise où je vais rester longtemps. Pourquoi ? Parce que, avec le recul, je pense que j'ai été en adéquation vraiment avec les valeurs de l'entreprise. Et moi, je le résume, une entreprise qui a toujours eu une vision très complète de la performance. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est un endroit qui doit être performant économiquement, mais un endroit où on se développe, un endroit qui fait les choses bien. Et moi, j'ai toujours été très sensible à cette notion complète de la performance, en disant la performance, on ne peut pas avoir juste une performance économique, elle est essentielle, mais on ne peut pas avoir uniquement ça. Et la façon dont on fait les choses est tout aussi importante que la finalité. Et je crois que ça a été vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Alors, c'est une entreprise familiale, fondée en 1966. Et l'idée, au début, c'était de vendre sur catalogue du mobilier pour les entreprises. Alors, pour être précis, de la manutention. Matériel de manutention. Voilà, exactement, d'où le nom. Destiné aux... Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on peut acheter des bureaux, on peut acheter... voilà. Il y a eu la vente à distance, vous parliez de l'Internet. Voilà. Quelle a été l'évolution et vous avez suivi toutes ces évolutions? Alors, les premières évolutions que moi, je n'ai pas suivies, c'est effectivement au départ catalogue manutention, ensuite élargissement des gammes. C'est une entreprise qui est allée assez vite en Europe. Et en 1995, il y a vraiment eu un basculement parce qu'on a racheté une entreprise aux Pays-Bas qui avait notre taille. Donc là, c'est l'aventure européenne. Et effectivement, les années 2000, toute la digitalisation, la bascule sur Internet, qui continue, qui s'accélère, et tout le pan aujourd'hui de la RSE, de la décarbonation. Et donc, on a aujourd'hui vraiment un triple mouvement de décarbonation, digitalisation et d'accompagnement des collaborateurs, puis continuer à se développer dans ces grandes transformations. Donc, c'est vraiment les trois sujets aujourd'hui qui nous guident. Et qui sont vos clients, pour préciser Alors, aujourd'hui, les clients, sur notre marque Manutan, ça va de la petite pharmacie du coin qui vient sur Internet pour acheter un petit chariot, à des très grands groupes qu'on accompagne dans la rationalisation de leurs achats. Et ensuite, on a une division dans la collectivité, et où là, ce sont les écoles, les mairies et l'ensemble des acteurs publics. Manutan, aujourd'hui, entièrement digitalisé ou pas? Oui, on va dire que vraiment l'épine dorsale de l'entreprise est digitalisée. Après, on a toute une relation humaine autour de cette digitalisation, alors qui part de la possibilité d'avoir du conseil technique jusqu'à des commerciaux qui accompagnent. Mais c'est vrai qu'on a basculé toute une partie en digitalisation pour plus investir le champ de la relation. Et finalement, le digital nous a fait plus recruter des commerciaux, nous qui venions du monde du catalogue. Ah oui. Et alors, il y a quand même 700 000 produits référencés chez Manutan, c'est colossal. Est-ce qu'il y a des tensions dans les chaînes d'approvisionnement? On l'a vécu, est-ce que ça se calme? Oui, ça s'est quand même calmé. Il y a eu un post-Covid, un redémarrage inattendu. Ça s'est calmé. On a aujourd'hui des variations de transport qui continuent, mais globalement, sur l'approvisionnement, non, c'est quand même devenu beaucoup plus stable. Le coût, peut-être, qui est toujours un petit peu élevé par rapport Oui, il y a eu toute la période d'inflation, l'énergie. Là, c'est quand même... On a vécu un peu 2 années folles, un peu inédites pour une génération qui n'avait pas connu de l'inflation, mais ça s'est quand même beaucoup calmé. De ce côté-là, ça s'est calmé. Alors, vous disiez pour vos clients, les plus importants en taille en tout cas, c'était aussi de l'approvisionnement en mobilier, etc. Quid du télétravail? Est-ce que ça vous a évolué, ça vous a fait évoluer aussi? Et de quelle manière, si la réponse est oui? Alors nous, ça nous a fait évoluer, nous Manutan et nos clients. Alors nous, aujourd'hui, on était dans une phase de globalisation de l'entreprise. Et finalement, le fait de se dire j'ai plus totalement besoin d'être au même endroit au même moment a permis à des collaborateurs internationaux de prendre des rôles groupes. Donc ça a vraiment libéré. Après, pour nos clients, oui, ça a joué. Pour autant, il y a eu plutôt un changement de tendance, c'est-à-dire des espaces plus de vie, donc moins de bureaux isolés, etc., plus d'espaces de vie. Donc je dirais qu'il y a eu une modification de la typologie des bureaux achetés.
Alors ça, c'est pour le bien-être des collaborateurs. J'en profite pour dire que Manutan a été labellisé Great Place to Work. Comment est-ce que vous prenez soin justement de vos collaborateurs? Alors, je pense qu'au cœur de notre projet, il y a vraiment la question de l'évolution des collaborateurs, c'est-à-dire cette volonté pour chaque individu de pouvoir continuer à se développer dans l'entreprise, et notamment pour acquérir de nouvelles compétences, se développer autour des métiers. Ça, c'est le cœur. Après, je crois qu'on travaille beaucoup sur le sens, c'est-à-dire qu'on investit énormément de temps sur expliquer le pourquoi. On est une entreprise où on fait beaucoup de communication directe. Moi, je dis toujours, la plus petite chose qu'on ait fait avec le plus grand impact, c'est qu'il y a 10 ans, on a décidé tous les mois de réunir toute l'entreprise. 30 minutes. Tous les mois? Tous les mois. C'est beaucoup. Ouais, 30 minutes. On partage nos indicateurs, on partage un certain nombre d'éléments. Et je pense qu'on a, par la répétition des messages, contribué à créer beaucoup de sens. Alors après, on investit des espaces de travail, mais foncièrement, l'espace de travail vient en plus dans la satisfaction. Il y a quand même des fondamentaux de sens, d'évolution, de perspective qui sont la base et qui sont les plus importantes aujourd'hui à mettre en œuvre si on veut vraiment avoir une forte satisfaction collaborateur. Alors pour les satisfaire, ces collaborateurs, il faut aussi être vertueux en matière d'écologie. J'ai vu que Manutan était la première société à se lancer dans le seconde main aussi pour la vente de matériel et de mobilier. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est viable? Alors déjà, pour vous donner juste un chiffre qui va vous expliquer pourquoi c'est pérenne et pourquoi c'est indispensable, le mobilier de bureau, vous avez aujourd'hui 4% du mobilier remis sur le marché. 96% est recyclé. Mais recyclé, c'est quand même consommer de la matière. On peut monter à 60%. Donc c'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, 60% de ce qui nous entoure ici peut être reconditionné, remis sur le marché. Ça, c'est vrai pour le mobilier, c'est vrai dans le rayonnage, c'est vrai dans la manutention. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu majeur à remettre sur le marché. C'est le Remade in France. C'est majeur. Le Remade in France. Exactement. Intéressant. Et donc, c'est à la fois un impératif économique, c'est un impératif moral, c'est aussi un impératif... c'est une tendance chez les particuliers. Alors, c'est une tendance chez les particuliers, exactement. Qui ne se faisait pas forcément. Exactement. Et nous, en tant que distributeurs, si on veut réduire notre empreinte carbone, en réalité, notre plus gros impact sur le monde, c'est le coût de la matière des produits qu'on vend. Nous, c'est ce qu'on appelle le scope 3, notre vrai impact. Et donc, plus les distributeurs vont vendre des produits reconditionnés, plus ils feront baisser leur impact sur la planète. Donc vous vous êtes lancé dans ce secteur. J'imagine que vous allez être copié par vos concurrents, puisque c'est porteur, en tout cas, ça a du sens. Depuis 2021, vous êtes aussi vice-président du METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Vous portez la voix des ETI au niveau national et européen. On dit que la France est ETIsée. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est passé de 5600 à 6400 ETI dans les 6-7 dernières années. Il y a eu une prise de conscience globale que l'ETI était une entreprise, donc l'ETI, c'est entre 250, entreprise de taille idéale, entre 250 et 1500 salariés. Non, mais qui avait un écosystème aujourd'hui. L'ETI est très industriel, très régional, très long terme. En fait, nous, notre vision, c'est de dire une entreprise doit être long terme et que c'était un poumon industriel, un poumon social. Et donc, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait développer l'écosystème des ETI. Donc plus solide aussi vis-à-vis des crises que les PME, peut-être plus solide, disons déjà, des entreprises qui savent passer les crises. Parce qu'elles savent regarder un peu plus loin que la crise. Des entreprises qui ont, comme je l'ai dit pour Manutan, une vision assez holistique de la performance. Et puis, vous savez, 75% des ETI sont familiales. Quand vous savez que vous allez transmettre, vous vous inquiétez dans quel état vous allez transmettre. Et donc, dans l'ETI, c'est souvent, on se dit, on prépare la prochaine génération et on a envie de laisser une entreprise forte pour que la génération d'après l'amène à être encore plus forte. On va passer à la question de nos partenaires à présent. Si vous le voulez bien, la question d'un étudiant de l'IFPAS, leader dans la formation en assurance, dans quelques petites secondes. La question de l'IFPAS, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. La fin de l'abondance, la fameuse phrase d'Emmanuel Macron. Quelle est votre vision sur le monde de demain que nous sommes en train de construire pour les générations futures? Alors oui, la question de fond, c'est la question de l'utilisation des ressources. Mais il existe aujourd'hui des technologies et il faut investir massivement dans la réutilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde est fermé, où le monde est limité, à nous de créer des systèmes de récupération, des systèmes de recyclage, des systèmes de reconditionnement. Et donc, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire aux générations futures. La question de Toscaloop, à présent, l'accélérateur en stratégie sociale, c'est juste après le jingle.
La question de Toscaloupe, c'est celle-ci. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour garantir vos décisions stratégiques, pour que vos décisions stratégiques prennent en compte les impacts sociaux à long terme? On a décidé de gérer notre entreprise avec 6 indicateurs. En disant, notre performance, ce sont ces 10 indicateurs, ces 6 indicateurs qui ont une certaine tension entre eux, mais dont la progression, ensemble, va mesurer notre capacité à développer notre stratégie, à développer nos collaborateurs, nos fournisseurs, etc. Alors quels sont-ils? Le chiffre d'affaires, le résultat, la satisfaction client, satisfaction collaborateur, donc c'est l'enquête Great Place to Work qu'on utilise, satisfaction fournisseur, notre impact sur le carbone. En fait, de le suivre chaque année et en se fixant des objectifs long terme, ça crée une tension positive entre des indicateurs qui parfois peuvent se contredire, mais ça oblige toujours à regarder le haut du triangle et à se dire ce qui peut apparaître opposé à un moment donné entre de la profitabilité, de la satisfaction, etc. Le fait de les avoir mis ensemble, ça nous oblige en permanence à trouver le bon chemin. Et c'est la meilleure façon de garantir que ce qu'on fait profite à tout le monde. Parfait, ça va être à vous peut-être de poser les questions à présent, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle, dans quelques petites secondes. La question de l'hémicycle. Pierre-Olivier Brial, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes et à nos femmes politiques aujourd'hui? Vous avez la parole, vous avez 1 à 2 minutes face caméra, droit dans les yeux. La mère de toutes les batailles, pour moi, c'est celle de l'éducation. Dans le monde de l'intelligence artificielle, dans un monde qui va très vite, 1, la capacité des personnes à garder un esprit critique, 2, la capacité à apprendre, ça se joue tout petit. Donc d'abord, moi je pense qu'il faut un ministre des maternelles, parce qu'on sait que dès l'âge de 6-7 ans, 8 ans, les écarts entre les enfants se creusent et qu'il est très difficile de les rattraper par ailleurs. Donc je propose la création d'un ministre des maternelles. Je propose que les maternelles ne comptent pas plus de 10 enfants et qu'on investisse massivement dans le futur des générations, parce que l'indépendance des États, leur puissance, leur créativité, leur faculté à ne pas basculer dans le côté obscur, notamment de l'IA, sera intimement liée au niveau d'éducation de tous. La clé à tous les mots MAUX, effectivement, et MMOTS également. Un ministre des maternelles, c'est une idée originale. Peut-être faire des sous-secrétariats d'État en fonction des... Voilà. Peut-être un sous-secrétariat maternel. Non, mais c'est vraiment cette prise de conscience que ça se joue tout petit. Tout se joue très tôt, effectivement. Très tôt. Et le coût pour la société est énorme après. Merci en tout cas, merci de cette proposition. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite, comme d'habitude. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.